Aujourd'hui, on va tester toutes sortes de petits déjeuners de différents pays pour essayer de trouver le meilleur petit déjeuner du monde. On va faire un tour du monde en passant par le Japon, la France, les Pays-Bas, les Philippines et encore plus de découvertes matinales. Est-ce qu'un pays va réussir à détrôner les déjeuners du Québec, qui sont selon moi probablement les meilleurs au monde? C'est ce qu'on va voir. Direction le Japon pour un déjeuner emblématique. La structure classique du déjeuner traditionnel japonais, c'est un poisson grillé, une soupe et 2 accompagnements avec tout le temps du riz et des pickles. C'est rempli de nutriments, de protéines, mais aussi d'aliments bons pour la digestion parce qu'il y a quelques aliments qui sont fermentés, comme les pickles ici, ou le natto qu'on va découvrir sous peu. Je crains énormément la dégustation de cet aliment. Tout au long de la vidéo, je risque de comparer les déjeuners de partout dans le monde à mon expérience ici au Québec. Un déjeuner québécois traditionnel, c'est des œufs, des saucisses, du bacon, c'est une montagne de gras, de sel et de viande, des fois des crêpes. Donc, on est complètement à l'opposé de ce plat. Je sais pas s'il y a un ordre particulier, je vais essayer de goûter un peu à tout. En commençant avec un petit morceau de saumon qui a été grillé. Hein. On va prendre un peu de riz avec ça, faire une petite bouchée. Et on va dire le fameux mot « Itadakimasu ». Je suis un grand fan de saumon, on se trompe jamais. C'est certainement moins satisfaisant que du bacon et des crotons, mais je sens que je nourris mon corps de la meilleure façon possible pour commencer la journée. Pourquoi pas prendre un peu de soupe miso? Encore une fois, ça, je pense que c'est fait avec de la pâte de soya fermentée, le miso. Il y a des algues à l'intérieur, des petits cubes de tofu également. Donc, on a encore un aliment qui a des bienfaits pour la digestion, pour la flore intestinale et qui est super bon pour s'hydrater et se réconforter parce qu'une soupe, c'est bon. Ah ouais. La soupe miso, je trouve ça délicieux. J'ai l'impression que ça me nettoie de l'intérieur. Je me verrais vraiment manger ça tous les matins pour vrai. En plus du poisson grillé et de la soupe miso, j'ai préparé un semblant de tamagoyaki. C'est une petite omelette roulée japonaise. On rajoute encore une fois un petit peu de protéine. On se trompe jamais avec une bonne omelette. Ce qui est cool, c'est qu'étant donné qu'on a plein de plats, on peut faire des combos, un peu de riz, un peu de poisson, et on crée un genre de sushi improvisé. J'ai déjà plus faim. Ouais, ça a l'air de très bourratif, là, les repas. Ouais. Pourquoi pas prendre un petit peu de pickles? J'ai ici du daikon mariné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tsukemono. Un peu sucré, vinaigré, super goûteux. J'ai aussi un peu de gingembre mariné. Encore un très bon truc pour la digestion. Ça rafraîchit la bouche, ça reset les papilles. Ça, je sais pas si c'est vraiment servi, mais j'ai envie de le mettre. Je suis de même. Vous l'aurez sans doute remarqué, je repousse le moment de la dégustation du natto. Les gluants haricots. Si vous connaissez pas, c'est des haricots fermentés remplis de vitamines, de bienfaits, de nutriments. J'y ai déjà goûté dans une très vieille vidéo et ça s'était très mal passé. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais j'avais envie d'y redonner une chance. Et comme vous le voyez, ça fait de magnifiques filets gluants. C'est la fermentation, c'est tous les milliards de milliers de patentes de bactéries qui vivent là-dedans. Je pense. C'est ça, sûrement. Ça doit. Et on prend tout simplement ce goop de haricots et on mange ça avec du riz. Ça sent vraiment très fort, hein? L'odeur est pas du tout appétissante. Ça, c'est un déjeuner du travailleur. J'ai l'impression d'avoir des fils d'araignée partout dans la bouche. Je vais avoir besoin d'un pickle. OK. Ça a définitivement un goût très profond, plutôt compliqué à expliquer. Le genre de goût profond qu'on peut retrouver dans du fromage, dans du café. Il y a comme une petite amertume. C'est vraiment pas si pire comme goût, c'est vraiment plus la texture qui me dérange. Imaginez des haricots, des bines fromagères au café. C'est la pire comparaison. Ça goûte bizarre. À essayer par vous-même. Je suis pas très fade, mais c'est moins pire que dans mes souvenirs. Comme quoi, en vieillissant, des fois, on aime ça les affaires amères. Plus tu deviens amer, plus tu aimes les choses amères. Ça tombe bien, l'amertume, il y en a dans cet homme-là. Le déjeuner traditionnel japonais, c'est une expérience unique. C'est sans doute très sain pour le corps, l'esprit, la digestion et les nutriments, mais ça manque de satisfaction tant qu'à moi, donc je pourrais pas manger ça tous les jours. Une fois de temps en temps, ça peut faire du bien, mais je vais finir par vouloir ma petite toast au beurre de peanut puis mon bacon.
avec un café noir. Malgré tout, ça mérite quand même d'être validé. Direction l'Australie. J'ai déjà testé certaines spécialités de là-bas, mais jamais ce qu'ils nous proposent pour le petit déjeuner. Les Australiens mangent des déjeuners plutôt à l'anglaise, un peu comme on peut manger ici au Québec, mais ils mangent également quelque chose de très unique à leur culture et c'est la fameuse Vegemite Toast. L'ingrédient secret, c'est ça ici. Il s'agit d'une pâte d'extrait de levure. C'est une pâte à tartiner extrêmement salée, extrêmement savoureuse, remplie de goût et ils tartinent ça sur une toast grillée au beurre. On va venir beurrer ça généreusement pendant que la toast est encore chaude. Ah ouais, une bonne couche de beurre. Ça aussi, ça fait partie de nos déjeuners. Au Québec, on mange vraiment beaucoup de toast et c'est souvent semblable à ça avec du pain blanc. Maintenant, on va mettre le Vegemite par-dessus et attention, j'ai déjà goûté dans le passé et j'ai fait l'erreur d'en mettre beaucoup trop. C'était trop salé. Je vais essayer de respecter les normes et de le faire comme un véritable Australien. Donc, une fine couche. Regarde à quoi ça ressemble. C'est extrêmement foncé, dense. Ça donne pas trop confiance. Une tartinade au pétrole. Même là, je sais pas si j'en ai mis trop. Les Australiens me diront dans les commentaires, est-ce que je fais bien ça? Ça, c'est un petit peu comme le natto. J'ai l'impression que c'est un genre de goût que tu dois t'entraîner à aimer. En vieillissant, tu commences à apprécier cette saveur un petit peu complexe, profonde. Mais pour les jeunes, c'est définitivement pas comme du Nutella. Je vais la couper en deux parce que Carl va avoir le privilège d'y goûter lui aussi après moi. C'est ça, ce travail rempli d'avantages. Les avantages sociaux en question. Pas de fonds de pension, mais des fonds de toast au Vegemite. C'est à ça que ça ressemble. La toast au pétrole. Ça, Seigneur. Good day, mate! Oh! J'ai pensé avoir mis une fine couche, mais finalement, énormément d'amertume. Ça vient renforcer la théorie de l'amertume exponentielle avec l'âge. C'est vraiment pour des bonhommes amers. J'ai l'impression que ça goûte la mélasse, mais salée. C'est comme le frère de la mélasse qui a pris un autre chemin de vie. Ça goûte la grosse levure. Un goût de céréales concentré, amer, excessivement salé. Ouf, je vais me clencher quelques verres d'eau après pour éviter toutes sortes de pierres au rein qui est une de mes phobies. Ça me fait penser aussi à une genre de pâte concentrée de réglisse noire. On est tous dans ces styles de saveurs-là. L'anis, l'amertume, la mélasse. Une pâte à tartiner ténébreuse, sombre. Carl, veux-tu expérimenter l'expérience australienne? Pas le choix, là. Savais-tu que c'est fièrement fabriqué en Australie depuis 1923? Bon, c'est avec fierté que je vais déguster ça. Ah, Seigneur! Oh! Oh mon Dieu! Je remarque que c'est ça souvent qui me dégoûte le plus dans les saveurs. C'est quelque chose de très amer et salé. Je sais que dans une ancienne vidéo, on avait goûté des bonbons peut-être suédois qui... Ouais, réglisse noire sel. Puis ça m'avait vraiment dégoûté. Ça fait penser à ça, t'as raison. Un peu. Hey, honnêtement, man, c'est une toast à la punition. Là. Cette toast australienne n'est pas validée, mais on va tester une autre variation de toast d'un autre pays qui a l'air quand même prometteur. Faut pas faire pire. Nous voici aux Pays-Bas pour tester le Hagelslag. J'adore ce nom, on dirait pratiquement une insulte. T'es un esti d'Hagelslag. Encore une fois, on utilise un pain de mie blanc. Ça va être très simple, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Vous allez voir, c'est très unique. J'ai jamais vu ça ailleurs dans le monde. Et je pense sincèrement que ça peut être délicieux. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Donc, on tartine le tout avec du beau beurre. Fun fact, je suis déjà allé aux Pays-Bas. C'était magnifique, c'était exceptionnel. J'étais allé à Amsterdam et j'ai réalisé que c'est une des langues les plus difficiles à prononcer pour ma part. J'arrivais vraiment à rien dire. J'ai appris un seul mot quand j'étais là-bas et c'était bitterballen. Ça veut dire quoi? C'est genre des petites boules frites. Vraiment bonnes, des bitterballen. Ça, c'est pratique de connaître juste ce mot-là. Tu peux même pas dire c'est où les toilettes, demander à quelqu'un. Ouais, j'avoue. Where can I put my bitterballen? Et là, je réalise que j'arrive à dire un nouveau mot, Hagelslag. La toast est beurrée, on pourrait appeler ça plus un slag pour l'instant. Il manque le haggle. L'ingrédient secret de ce déjeuner, c'est ça ici. Vous l'écoutez? Ouais. C'est prometteur, je vous l'avais dit. J'ai réussi à me procurer la vraie de vraie marque de Hagelslag authentique de Rui. Je t'avais dit que c'est tough à prononcer. Comment tu prononces ça?
De Ruyter. Tu prononces pas le J, tu penses? Ben, je me demande, peut-être que le J se prononce un peu comme au Mexique, là, comme un Ruyter. Ruyter. Ouais, Ruyter. Ruyter. De Ruyter, Tractatis, Vour, Up ou Botterham. Oui. On a déjà quelques indices ici, mais on va pas s'attarder là-dessus. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va ouvrir ici. Il y a un petit bec, on va l'ouvrir et on va pouvoir verser directement le Hagelslag sur notre pain. Et voilà, mesdames et messieurs, on dépose des petits sprinkles en chocolat sur notre tranche de pain. Et c'est ça qui est un Hagelslag. Une toast au confetti chocolaté qu'on met d'habitude sur un sundae ou sur des donuts, parce qu'essentiellement, on vient un peu de recréer un donut de fortune. Et ce qui est fascinant avec le Hagelslag, c'est qu'il y a toutes sortes de variétés. Regarde ici sur le côté, plein de toppings différents à mettre sur son pain. Une information vraiment intéressante que j'ai découverte en faisant mes recherches, c'est qu'à l'origine, les petits confettis n'étaient pas au chocolat, c'était à l'anis. Jusqu'à temps qu'un petit garçon de 5 ans demande à l'entreprise d'en faire au chocolat. Et je pense que c'était une bonne décision parce qu'une toast à l'anis, le matin, là, on n'est pas loin du Vegemite. Visuellement, pour moi, c'est vraiment improbable, mais en même temps, je m'y habitue et je trouve qu'il y a un côté cute et réconfortant. Voyons voir. Oh, c'est full cute. J'ai goût comme de... Wow! Franchement, c'est délicieux. J'ai l'impression que les confettis chocolatés ont un goût un peu plus de cacao, ce qui est très agréable. C'est moins du sucre et c'est un peu plus de cacao. Avec le goût beurré, gras, super agréable, du beurre. Ça fait un parfait combo. C'est un petit peu l'équivalent d'avoir une toast au Nutella, mais avec un peu plus de texture. Je trouve que ça rajoute quelque chose de ludique, d'agréable et qui fait changement. Tu as sûrement moyen aussi de faire plein de combos, ce qui est très cool. Moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Nutella, beurre de peanut ensemble. Tu pourrais faire Hagelslag chocolatin puis Hagelslag vanillin. Van Allen. Vanillin. En plus, j'ai du beurre salé, ce que j'adore, donc ça fait un contraste un peu sucré-salé. C'est vraiment très très bon. Carl, veux-tu goûter? Ben oui. J'ai le même feeling que toi. Ah oui, c'est comme... On retourne en mode lutin d'enfance. Moi, ça, je me sens fourbe et perfide. Moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à genre la chasse aux œufs de Pâques. Là. On dirait que ça vient me trigger des souvenirs de jeunesse. C'est trop bizarre. Ça fait très, ouais, dessert, tout le chocolat que tu me te reçois à Pâques. Ouais. Là. Hey, ça, c'est écœurant. Ouais, c'est malade. Merci les Pays-Bas. C'est validé. J'en ai pris tout seul, ils sont comme moelleux. On part à la découverte d'une spécialité très intrigante directement des Philippines. C'est un déjeuner très populaire là-bas. Il s'agit du champorado. J'ai fait quelques recherches en préparation à la vidéo et j'ai trouvé ça fascinant comme plat. Il y a vraiment plein d'histoires derrière. Je l'ai préparé moi-même avec les ingrédients que j'avais, donc c'est certainement pas parfait. Mais il s'agit d'un genre de porridge, donc du riz qui est cuit dans l'eau avec du cacao et du sucre jusqu'à temps que ça ressemble un peu à ça. Une espèce de risotto cacao sucré. Et une des grandes particularités, c'est que ça peut être servi avec du tuyo. Ce petit poisson séché ici, c'est du hareng séché salé. Donc on a vraiment un plat sucré avec un poisson séché salé qui est mis sur le dessus et mangé ensemble pour créer un déjeuner avec beaucoup de contrastes sucré et salé. Ça vient d'une influence du Mexique colonial parce que pendant plus de 250 ans, les Philippines faisaient partie de l'Empire espagnol et étaient reliées au Mexique via le commerce du galion de Manille. Donc le plat est inspiré d'une boisson mexicaine qui s'appelle le champurrado. C'est une genre de boisson chaude au chocolat et maïs et ça a été adapté avec des ingrédients des Philippines. Donc le maïs a été remplacé par le riz et le plat est devenu une mixture plus épaisse qui se mange à la cuillère. Ça peut être servi avec du lait condensé sucré, du lait condensé régulier, du lait évaporé ou même du lait en poudre. Moi, je vais tester ça avec du lait condensé sucré. Je vais verser un beau petit filet de ce nectar blanchâtre sur le dessus. C'est spécial, hein? Et j'ai fait frire ces petits poissons séchés dans la poêle avec beaucoup d'huile jusqu'à temps que ça ressemble à ça. On met ça sur le champorado et c'est à ça que ça ressemble, mesdames et messieurs. Un des déjeuners les plus improbables et inusités que j'ai vu de ma vie. Ça donne pas du tout envie. Dégustons. Commencez par juste le champorado et le lait condensé sucré, une belle bouchée. Ah ouais.
Le lait condensé apporte un goût très crémeux, laitier, vraiment bon. Il y a quand même un goût puissant de cacao et évidemment, c'est très sucré. J'ai suivi une recette qui mettait 3/4 de tasse de sucre dans la portion de riz, ce qui est beaucoup, sans compter le lait condensé sucré qui est très sucré aussi. Donc, je comprends un peu la nécessité de contrebalancer le tout avec quelque chose de salé. Je comprends pas pourquoi c'est un poisson, mais je comprends pourquoi ça pourrait être quelque chose de salé. Donc, on a vraiment la colonne vertébrale. On a toutes les parties du poisson avec le lait condensé et le porridge de chocolat. C'est effectivement extrêmement salé comme poisson. La texture est vraiment pas désagréable. C'est un petit peu floconneux, croustillant. Étant donné que ça a été frit, ça se mange bien. J'aime beaucoup. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'arrière-goût très puissant de poisson dans mon déjeuner. Pourquoi? On aurait pu saupoudrer le tout de sel ou à la limite mettre du bacon. Du bacon, c'est salé, c'est croustillant, mais ça fonctionne bien avec le sucré aussi. Non. Ils ont décidé de mettre du poisson. Et pour moi, c'est vraiment l'arrière-goût de poisson puissant, de bas-fond marin qui me dérange énormément avec les saveurs sucrées. C'est vraiment pas pour moi, je pense. On va réessayer une autre bouchée, là, mais... Ouais. Ça goûte l'anchois sur la pizza, mais pas sur la pizza. L'anchois sur un lava cake. Je respecte la tradition, mais c'est pas pour moi. Je pense qu'il faut que tu grandisses dans le poisson sucré pour aimer le poisson sucré. Carl! L'odeur en plus. Ça sent très très fort, hein? Dans tout l'appart en ce moment, ça sent la grosse poiscaille. Ça sent la baie des chaleurs. Ah oui. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant de comme. Ah ouais? Ouais? Tu veux te laisser faire? Non, mais ben non, ok, on est là. Il kiffe sa race, les potes. Le goût est pas si puissant que ça vu que c'est un petit morceau, mais ça va pas du tout ensemble. J'ai l'impression qu'il y avait quand même plusieurs options autres que le poisson dans ce plat. Si tu voulais quelque chose de salé, il y avait vraiment beaucoup d'autres choix. Est-ce que c'est pire que le Vegemite? Non, on n'est pas loin. J'avais mentionné le pays suivant dans l'intro. Évidemment, il fallait tester un petit déjeuner de la France. C'est un déjeuner qui est reconnu internationalement. Le déjeuner typique français est constitué d'énormément de glucides, de pain et de gluten. J'ai devant moi une chocolatine, j'ai un fameux croissant. Je pense que ça, c'est la viennoiserie avec le plus grand rayonnement international. Et on a une belle tranche de baguette bien fraîche. Oh, t'as-tu entendu le crunch? Ça le fait plus. Pour accompagner le tout, j'ai ici un petit café au lait. Les déjeuners français sont aussi servis avec du jus d'orange, du thé, également très souvent du chocolat chaud en poudre ou du chocolat froid en poudre, genre Banania, Poulain et plein d'autres. Commençons par une petite gorgée de café. Ah, bordel! Il y a une variation plus légère, limitée en calories de ce petit déjeuner qui s'appelle aussi le café clope, constitué d'un café et d'une clope. Je me suis abstenu cette fois-ci. Ouais, ça c'est un peu plus keto comme diète. Ouais, ça c'est sans gluten. On va préparer la petite tartine de baguette. Déjà, ce que je remarque, c'est que nous, on a tendance à griller notre pain. Eh bien, en France, il y a beaucoup de tartines qui ne sont pas grillées, tout simplement. Et même, j'ai appris que certaines personnes ne possèdent pas de grille-pain. Ici, au Québec, quand tu achètes tes électroménagers, le grille-pain et le micro-ondes, c'est à peu près les premiers que tu achètes. Tout le monde possède un grille-pain. C'est beurré à souhait. On vient recouvrir le tout d'une confiture Bonne Maman aux framboises. Ça aussi, c'est français en Simonac. Voilà, regardez ça. Ça commence à sentir le déjeuner. Allez, une petite tartine. Ça manque de clope. Vraiment bon. Le beurre et la confiture, ça fonctionne super bien ensemble. La baguette, c'est un pain exceptionnel, rempli de bulles d'air. Ça fait du bien. Très, très, très sucré, la confiture. Faut pas en mettre trop, mais j'aime beaucoup. En chaque bouchée, une petite gorgée de café. Et on enchaîne avec le fameux croissant. Le croissant, on va pas se mentir, c'est délicieux. Surtout quand il y a un bon goût de beurre, surtout quand c'est élastique et quand c'est aérien comme ça. J'en ai mangé des bons croissants dans ma vie et je vous annonce que malgré ce que les Français peuvent penser, on en trouve de délicieux ici à Montréal. Et là, je vais faire quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si ça se fait ou pas. Tremper son croissant dans un café, il me semble que c'est un classique. Comme ça, tu as plein de petites particules de pâte feuilletée dans ta boisson. C'est comme un bubble tea.
mais le goût est bon. Le déjeuner français a beaucoup d'avantages, mais a également beaucoup de désavantages. Un des défauts principaux, c'est que 30 minutes après, tu as encore faim. C'est rien que du pain. C'est bien les glucides, ça donne de l'énergie, mais il n'y a aucun semblant de protéines dans cette assiette. Un autre des désavantages, c'est que le plaisir est directement lié à la qualité des viennoiseries. Donc si tu n'as pas accès à une bonne boulangerie, ton déjeuner n'est pas bon. Mais il y a également de nombreux avantages et c'est que c'est super agréable, c'est bon. C'est léger. Il y a quelque chose de bohémien. C'est la bohème, c'est la débandade. Comment je peux dire ça? La débandade? Non, t'es relax, t'es comme débandé. Je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Je suis allé plusieurs fois en France et beaucoup de fois à Paris. Je sais que Paris ne représente pas toute la France. Et je trouve ça délicieux. Sauf qu'après de nombreuses semaines, à un moment donné, l'appel des œufs bénédictines est très présent. Il n'y a pas de brunch. On va goûter à la chocolatine. Oh oui! Ah, ça, ça c'est dans mes préférés aussi. Écoutez ça. Oh. Et bien sûr, il y a plein de Français qui ne mangent pas que ça pour déjeuner, qui mangent plein d'autres choses, des céréales, des toasts, du yogourt, des œufs. Il n'y a pas une seule façon de manger le déjeuner en France, mais ça donne une petite idée de certaines spécificités culturelles. On est loin du Japon. Je suis dans l'obligation de valider le déjeuner français, même si je sais que je vais être affamé sous peu. Êtes-vous familier avec les déjeuners haïtiens? Moi, personnellement, pas du tout. Et vous allez voir, c'est très surprenant. Pour moi, c'est vraiment improbable parce qu'on a, entre autres, ici, un spaghetti saucisse ou un spaghetti haïtien, des légumes, de la sauce tomate, des saucisses. Ça peut être servi avec un œuf dur, quelques légumes comme des oignons, des poivrons et même avec du ketchup sur le dessus. C'est très populaire parce que ça coûte pas cher, c'est facile à cuisiner et ça te remplit d'énergie pour une grosse journée de travail. J'ai également un énorme pâté codé. C'est un pâté frit avec à l'intérieur du hareng et plusieurs autres surprises. Ça, c'est vraiment aussi un classique déjeuner que tu peux prendre rapidement dans la rue, t'achètes ça ou tu le fais maison et ça remplit le système pas à peu près. Il y a d'autres déjeuners classiques haïtiens comme les plantains bouillis avec du hareng et plein d'autres choses, mais je me concentre sur ces deux plats-là aujourd'hui. On va commencer avec le spaghetti. Ça m'intrigue. C'est vraiment pas le genre de truc que j'aurais imaginé manger comme premier repas de la journée, mais ça a du sens. J'ai hâte de voir quel genre de saucisse c'est. Wow! J'ai juste pris une bouchée et je sens déjà que c'est en train de me rassasier. La texture des pâtes est vraiment très cuite, enrobée d'une genre de sauce un peu huileuse. Il n'y a pas énormément de sauce tomate. On dirait plus un assaisonnement qu'une sauce. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme saupoudré de tomates. Il y a un petit côté relevé bien agréable. La saucisse a une texture quand même dense qui se mastique longtemps. Également pas ultra goûteuse, mais c'est un peu salé, un petit peu relevé. Ça fonctionne vraiment bien avec le spaghetti. Ça me fait penser un peu, pour les Québécois, à un genre de craft dinner saucisse hot dog. Un classique qu'on se fait quand même souvent pour se dépanner. Mais globalement, c'est pas extrêmement goûteux. Je pense que n'importe qui pourrait apprécier ça. Je vais mettre un peu de ketchup parce que c'est vraiment une façon de le consommer. Peut-être que ça va rehausser le tout. What? Ça fonctionne ultra bien avec le ketchup. On dirait que tout vient s'imbriquer naturellement. Ça rajoute plus d'acidité, de sucre, de saveur. C'est super bon. J'ai pas l'habitude de manger énormément de pâtes comme ça le matin. Donc j'ai l'impression que moi, ça me ferait un coma de pâtes. Je sais pas si ça ferait l'effet désiré. On va essayer maintenant le pâté, qui est d'ailleurs gigantesque. J'ai jamais vu un pâté avec cette allure. On dirait un genre de coquillage de plage géant. Ça sent quand même fort le poisson. À l'intérieur, j'aperçois de l'œuf dur, des légumes, on dirait du chou, du hareng et un morceau de saucisse. Le hareng est un poisson beaucoup utilisé dans la cuisine haïtienne aussi parce que c'est vraiment pas cher et quand même nutritif. Je vais goûter tout seul. Ça a pas l'air mauvais. Le hareng a un goût un peu fumé, quand même puissant. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus salé. Au niveau des saveurs, c'est bien équilibré. Je sens pas trop l'œuf. On sent le chou, le hareng. La texture de la pâte est agréable. C'est quand même gras. C'est un petit peu comme un wrap du travailleur version haïtienne. L'œuf McMuffin d'Haïti. Ça, je trouve ça super bon. J'adore. J'ai vu comme quoi Haïti était réputé comme étant un des pays des Caraïbes avec les déjeuners les plus copieux. Je ne suis pas surpris. J'ai plus faim pour quelques jours. Carl, je t'invite à goûter si tu as envie. Oui, bien sûr. Ça me rappelle des pâtes que j'ai mangées quand j'étais plus jeune. Ce goût tomaté là, ça a un côté nostalgique. On dirait que c'est comme
pas une sauce tomate, mais peut-être un peu de pâte de tomate mélangée avec un gros plat de spaghetti. Oui, oui, exact, c'est ça. C'est bien, c'est pas mauvais en soi. Moi, j'aime pas ça. Ça, je suis pas sûr parce que je suis pas fan de hareng. Vois-tu, là-dedans, ça le fait. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris. Par contre, je me vois pas manger du hareng au déjeuner. Hein. C'est sûr que le poisson, c'est quand même spécial pour nous. Mais c'est le côté très fumé du hareng, tu sais. Ça réveille, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, man, oui. Manger ça le matin, ouais, pas de mauvaise chose. Mais c'est bon, j'aime bien. Je dois dire que c'est validé. Shout-out aux Haïtiens, une des plus grandes diasporas ici dans la ville de Montréal. J'aimerais éventuellement peut-être faire une vidéo où on découvre un peu plus de spécialités parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Après avoir testé ces différents déjeuners de partout dans le monde, est-ce qu'il y en a un qui réussit à détrôner le déjeuner québécois? Je dois dire que pas vraiment. Je suis pas du tout objectif, j'ai grandi avec ça, moi, du bacon puis des œufs. Donc, je pourrais pas dire qu'il y en a un qui était meilleur, mais chacun ont leurs avantages. Le déjeuner japonais était très sain, digeste et bon. Le déjeuner français est léger et un petit peu sophistiqué. Le déjeuner haïtien te remplit d'énergie. Ça dépend vraiment des besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours un plaisir de découvrir des trucs de partout dans le monde. Si vous avez des suggestions, je suis toujours ouvert. À très bientôt. Bye!